Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre édition de ce lundi 26 octobre, nous parlerons de la qualité de l'air avec l'association ERAC, mais aussi de l'initiation au jeu traditionnel basque à Moliette et de pelote basque à Sobrig. Nous irons à Sobion pour un spectacle pour tout petit avant de découvrir tout ce qu'il faut savoir sur l'énurésie, sans oublier notre métier du jour, responsable informatique. Saviez-vous qu'une personne respirait 15 mètres cubes d'air par jour ou encore que brûler 50 kg de déchets verts correspondrait à parcourir 18 000 km en voiture? L'association ERAC sensibilise les Aquitains sur la qualité de l'air. Elle a dévoilé à Dax, courant du mois d'octobre, les bonnes pratiques et celles à éviter pour que chacun puisse améliorer au quotidien l'air que nous respirons. Pendant 3 jours à Dax, place de la cathédrale, l'association ERAC a mis en place un stand pour sensibiliser les citoyens concernant la pollution et que l'on peut tous agir avec des petits gestes quotidiens qui rendraient l'air d'une meilleure qualité. Donc une des sources de pollution importantes sur lesquelles on peut tous agir, c'est l'usage de la voiture. Donc un des bons gestes à faire, c'est d'essayer de limiter cet usage. Donc de favoriser la marche à pied, le vélo, les transports en commun ou le covoiturage. Après, si on n'a pas trop le choix, si on est obligé de prendre sa voiture, mais c'est d'essayer de limiter les conduites agressives, c'est-à-dire les accélérations, les à-coups avec les voitures qui consomment plus de carburant, donc qui polluent plus. Ça va être aussi quand on fait un arrêt, même bref, d'une minute, 1 minute 30, de couper son moteur quand il est chaud, parce que c'est un travail du moteur et donc une pollution qui ne sert à rien. Ensuite, on va pouvoir agir aussi sur tout ce qui est appareil de chauffage et notamment limiter l'usage des feux de cheminée. Alors quand je parle de feux de cheminée, c'est vraiment les feux de cheminée à l'ancienne, la grosse flambée dans laquelle on met un peu n'importe quelles essences de bois, du bois pas forcément sec, pas adapté, etc. Ça, ce sont de mauvaises pratiques parce que ça émet énormément de particules notamment. Et on sait par exemple que sur les périodes de pic, en hiver, la part des feux de cheminée est de 80%. Donc si on n'avait pas cette part liée au feu de cheminée, nous ne serions pas en situation de pic. Donc c'est quand même un impact très important. Et 5e bon geste, qui est un rappel à la loi en quelque sorte, c'est que brûler les déchets verts, c'est interdit. Je sais que c'est des pratiques qui se font encore beaucoup, notamment dans les milieux ruraux, sauf que ce sont des pratiques qui sont interdites parce que extrêmement polluantes, notamment en émissions de particules. Pour donner un chiffre aussi un peu parlant, on sait que brûler 50 kg de déchets verts, ce qui va relativement vite, ça émet autant de particules que de rouler 18 000 km avec une voiture essence. Donc voilà, le ratio est quand même assez frappant. C'est pour ça que la loi a décrété que c'était interdit. Alors après, il y a des dérogations dans des cas particuliers, mais vous, moi, on ne doit plus brûler nos déchets verts dans le jardin. Pour ceux ou celles qui s'engagent à suivre les bonnes manières, devront alors souffler dans le ballon. Donc nous, on a voulu matérialiser cet air en montant un cube de 15 mètres cubes, volume d'air respiré chaque jour, et de demander à chacun des citoyens qui vient se présenter à nous et qui veut participer à un air de meilleure qualité, à s'engager à adopter un bon geste et à symboliser cet engagement en cochant une petite case, en indiquant quel engagement il veut prendre et symboliser cet engagement par un ballon qui vient remplir le cube. L'idée étant, symboliquement, à la fin de notre opération, d'avoir l'équivalent d'une journée d'air sain grâce aux actions que s'engage à mener chacun des citoyens. Et si vous souhaitez être informé, il y a évidemment le site internet d'ERAC, donc c'est erac.asso.fr, sur lequel vous retrouvez chaque jour l'indice de qualité de l'air du jour. Donc vous pouvez connaître le niveau de pollution de votre agglomération au quotidien, ainsi que des prévisions pour le lendemain. On a aussi mis en place tout un système d'information et d'alerte en cas de pic de pollution, soit par SMS, soit par email. Voilà, donc ça essentiellement. Et puis après, on est présent évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis on a une application mobile aussi qui vous suit partout et qui vous permet de suivre en continu la qualité de l'air là où vous vous trouvez. Pour occuper petits et grands pendant les vacances de la Toussaint, chaque année, l'Office de tourisme de Moliette prépare un programme d'animation varié à l'attention des vacanciers, mais aussi des locaux. Expositions, balades à pied ou en calèche, sorties, cueillettes et connaissances des champignons, etc. Les enfants ne sont pas oubliés, ils ont pu s'initier au traditionnel jeu basque. Sur le fronton du village, une trentaine de jeunes participants et quelques parents sont venus s'initier au jeu traditionnel basque sous forme de compétition avec pour seul enjeu s'amuser. Attention, préparez-vous. Attention. On propose 12 ateliers assez différents. Des fois, c'est
l'adresse que l'on demande, des fois c'est la force, des fois c'est la vitesse. Donc on peut faire tous ces ateliers de manière ludique. Le but du jeu étant de passer sur les 12 ateliers. Et on a un responsable d'équipe qu'on appelle un capitaine qui doit coacher un petit peu son équipe. Et des fois, alors comme je le disais, c'est la vitesse, donc il faut avoir un chronomètre pour noter la performance. Des fois c'est l'agilité. Donc là aussi on attribue des points et à la fin il y a un classement final sur les 12 ateliers. Et ça se joue avec la chocatira, le tir à la corde, puisque les différentes équipes ont établi donc un classement et elles doivent s'affronter pour gagner le titre honorifique, on va dire, de champion de Molietz. Ça s'est bien passé, c'était marrant et c'est changeant des autres jeux. Et surtout c'est bien aussi parce qu'on a gagné. Victorieux ou non, enfants comme parents ont passé une bonne matinée avec chacun ses préférences. Moi j'aimais bien le tir à la corde et les jeux où on lançait le béret. Moi on avait attaché avec un scratch et un truc là, comme ça. On avait une balle et on devait lancer. Comprenez le schistera qui a aussi posé quelques problèmes aux plus grands. On a découvert plusieurs jeux basques, la pelote basque, il fallait lancer dans la... Comment ça s'appelle ? La coquille. On a fait le tir à la corde, on a fait la scie d'un rondin de bois et tout ça par équipe. Donc c'était très enrichissant, on a passé une très bonne matinée. Tous les jeux proposés pour cette animation ont été bien évidemment adaptés pour les enfants, mais ils s'inspirent des véritables jeux traditionnels basques nés des travaux agricoles. Alors l'origine elle est toute simple, c'est les gens ont travaillé dur la terre pour faire une récolte et pour en vivre. Et progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient un peu plus forts, un peu plus doués dans certains ateliers, mais ils ont voulu se mesurer parce que au Pays Basque, il y a toujours cet esprit de compétition, de dire moi je suis plus fort que toi, moi je suis capable d'envoyer l'objet plus loin, plus haut, plus vite que toi, et du coup ils se sont mesurés. Ça c'est vrai que c'est important dans la société traditionnelle basque, cet esprit de confrontation et de compétition. Pour les compétiteurs en herbe qui souhaiteraient se mesurer au jeu basque, une deuxième matinée est organisée mercredi. Renseignements et inscriptions auprès de l'Office de tourisme de Molietz. À Sobrig, ce 21 octobre, s'est déroulée la finale du tournoi d'automne de pelote basque à main nue. Un échange serré entre tous ces champions qui ont dû en découdre avant de remporter la victoire de cette saison. Mercredi 21 octobre à Sobrig s'est déroulé les finales du trophée d'automne de pelote basque, regroupant les meilleurs joueurs des Landes et du Pays Basque. Alors ce soir ici à Sobrig donc, a lieu le trophée d'automne. Trophée d'automne en main nue, c'est un tournoi qui existe depuis des années, avec en fait donc uniquement de la main nue, qui est une spécialité on va dire de base de la pelote basque. Et on accueille alors deux compétitions qui sont jouées en parallèle pendant plusieurs semaines. Ce soir c'est les finales, avec en première partie à 19h30 donc la partie qu'on appelle le tournoi des Landes, avec uniquement des joueurs landais. Des jeunes joueurs et des joueurs plus aguerris, puisque bon, moi-même j'ai participé au tour dans la compétition et l'idée c'est de faire progresser ces jeunes joueurs. Et puis derrière, en deuxième partie de soirée aura lieu la finale élite, avec là les cadors on dira, puisque ce sont des joueurs de haut niveau, pour certains qui ont été titrés au niveau international, puisqu'on aura Marc Berasategui qui a été champion du monde il y a des années, qui sera ce soir avec David Etcheto qui est champion de France 2015. Donc Etcheto Berasategui, une très très belle équipe, qui sont opposés en finale à l'équipe landaise, 100% landaise, avec Richard Lavielle et Jean-Philippe Bénès, qui eux aussi ont été titrés, ça fait 4-5 ans au niveau national, et qui ont aussi eu le loisir, enfin pas le loisir, mais ont représenté aussi la France sur des compétitions internationales. On a vu deux très très belles demi-finales, et donc les joueurs sont qualifiés là, et ils voudront forcément gagner avec un peu en plus ce petit défi basco-hollandais qui met un peu de piment. Une victoire pour Jean-Philippe Bénès et Richard Lavielle qui ont su faire la différence grâce à leur complicité. C'est vrai qu'on se connaît tous, donc c'est toujours très serré, on est tous du même niveau, donc après ça se joue à rien, quoi. Donc après, moi je pense que ce qui fait la différence aussi, c'est que ça nous permet aussi de rejouer ensemble. On avait été champion de France ensemble. On s'est séparés depuis pas trop longtemps pour faire les championnats. Je pense qu'on est content de rejouer ensemble, et je pense que ça fait la différence aussi par rapport aux autres
n'ont pas trop l'habitude de jouer ensemble. Et voilà, je pense que c'est ça qui a fait la différence. La compagnie Breloque et Bricole de Souston a pris ses quartiers le temps d'une représentation intitulée Recettes magiques à la salle des fêtes de Saubion. Un spectacle pour enfants où se mélangent marionnettes, théâtre, musique et magie. Un vrai moment de plaisir pour tous. Mercredi 21 octobre, à Saubion, petits et grands ont pris place pour une 50aine de minutes en compagnie de personnages haut en couleurs. L'histoire se passe au château de la princesse Anaïs de Patatarte, qui fait appel à son dévoué tactique pour réaliser un gâteau d'amour destiné au prince dont elle est amoureuse, qui lui ne pense qu'à la chasse. Toute une aventure où se mêlent théâtre, marionnettes et interaction. Le challenge qu'on voulait faire sur ce conte-là, c'était de mêler différents ingrédients comme le conte, la ritournelle, la manipulation d'objets, la manipulation de marionnettes, mais aussi l'illustration par la musique classique ou ancienne. Donc voilà, l'idée de la recette magique, c'est un peu l'histoire. Ça, voilà, c'est un titre qui va très bien à l'histoire, mais c'est aussi la façon dont on a voulu monter ce spectacle. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui est aussi théâtral, bien sûr, et donc j'interviens avec mes marionnettes. Je raconte l'histoire de la princesse au château, scène par scène, pour vraiment la faire comprendre aux enfants avec tous les ingrédients dont je vous ai parlé. Les marionnettes confectionnées main sont de véritables outils magiques qui captivent les enfants à tous les coups. La marionnette, c'est un outil fantastique parce que c'est un objet transitionnel par lequel on peut faire passer énormément de choses au niveau de la pédagogie. Et donc, c'est vraiment fascinant de pouvoir en fait leur amener, là par exemple, leur amener de la musique classique ou ancienne, du fait qu'elle soit chorégraphiée par des marionnettes. Voilà, ça c'était quelque chose de très intéressant et ça marche super bien. C'est un public difficile, les enfants. Il ne faut pas croire qu'ils restent sages comme ça. Il faut vraiment les prendre et vraiment attraper le rythme qui leur convient. J'aime bien cette interactivité et j'aime bien rebondir sur ce qu'ils font. Et donc, on sentait qu'il y avait une émulsion qui se faisait vraiment sur le spectacle. Donc, j'en ai profité. Je suis effectivement allée les toucher, les rencontrer, j'ai répondu à leurs questions, etc. Donc je les ai un peu cherchés aussi et ça s'est très très bien passé. Entre rire, aventure et émotion qu'ont retenu les enfants. Très bien. Une princesse, elle faisait un gâteau. Il y avait la princesse et le roi. Et le roi, il tombait toujours. Très frais, très mignon. Voilà, c'était super. Elle accroche bien les enfants et c'était très joli. Voilà. Mais quand il y a les poules qui font, c'est boc boc. C'était un prince et une princesse. Il y avait un gâteau et ils se mariaient. Ça m'a plu. La recette magique, une histoire qui se termine bien. L'énurésie nocturne ou encore pipi au lit est un véritable cauchemar aussi bien pour les enfants que pour les parents. Le sujet suivant traite sans tabou de cette affection. Regardez. Parfois on dit que ça vient, il n'y a que moi qui peux arrêter. Il y en a, parfois on dit que ça change. C'est-à-dire que c'est une maladie, on ne sait pas trop. Au sommaire de ce magazine, tout ce qu'il faut savoir sur l'énurésie et comment en guérir. En effet, des solutions existent. Nous verrons aussi comment les enfants vivent avec cette affection. Nous partagerons le ressenti des parents sur cette pathologie qui touche 6% des enfants de 6 à 10 ans et 3% des préados. Enfin, un pédiatre répondra sans tabou à des questions d'enfants pour des nuits plus tranquilles.
L'énurésie nocturne est ce que l'on appelle communément le pipi au lit. Pour en savoir plus sur cette affection et tous les troubles qui lui sont associés, écoutons les explications du Dr Lottmann, chirurgien pédiatre. Alors l'énurésie, c'est une maladie, une incontinence intermittente, puisqu'elle ne survient que pendant le sommeil. On distingue les énurésies primaires, qui sont les cas où l'enfant n'a jamais acquis son contrôle mictionnel nocturne pendant au moins 6 mois consécutifs sans traitement depuis qu'il est né. Et 40% des énurésies nocturnes sont dites sévères dans la mesure où il y a au moins 3 accidents par semaine. Pas facile quand on est un enfant de mettre des mots sur l'indicible. Comment dire la honte et la tristesse, le sentiment d'être différent. Voici le témoignage émouvant d'Anis. Quand on me propose d'aller dormir chez un copain, c'est non, je peux pas. Dans des colonies, donc parfois je suis obligée d'essayer de me cacher, mais ça me gêne. C'est énervant parce qu'un jour, quand j'étais partie en colonie, les gens l'ont su. Ça a été dur à accepter parce que les gens se moquaient de moi. Quand moi, par exemple, je veux aller dormir chez un ami, ma mère elle me dit non, tu peux pas, tu sais très bien que tu as ton problème, tout ça. C'est comme si ça mangeait une partie de ma vie. Enfants, ils en souffrent ou en ont entendu parler. Témoignage sur l'énurésie. C'est triste que des enfants aient ce genre de problème. Je ne pense pas que ça soit grave. C'est juste désagréable. Ce n'est pas de leur faute. J'aimerais bien ne pas faire pipi au lit. Je fais avec. Si c'est mon meilleur ami, j'essaierai de le rassurer. L'énurésie est souvent une affection héréditaire. Un enfant aura 77% de risque d'être énurétique si ses 2 parents ont eux-mêmes été énurétiques. Voici les témoignages d'adultes qui se souviennent avoir souffert de ce trouble. J'espérais toujours que le matin, je me réveillerais au sec, pas mouillé. Chaque matin, j'espérais ça. J'ai toujours fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans. À partir du moment où on a sorti l'espèce de secret que je renfermais et que ça a été évoqué en présence d'un médecin ouvert et attentif et qu'on m'a apporté une écoute suffisante, que j'ai reconnue de la part de ma famille et de la part d'un médecin, je crois qu'assez rapidement, ensuite, ça s'est arrêté. Quelles questions les enfants se posent-ils eux-mêmes sur l'énurésie? Tout de suite, le pédiatre Christophe Philippe leur répond sans tabou. Bonjour docteur, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi je fais encore pipi au lit à mon âge. Alors, tu as raison de poser la question effectivement de ton âge, puisque à 8 ans, normalement, les enfants ne font plus pipi au lit. Mais sache une chose, que tu n'es absolument pas le seul, et c'est vrai qu'à ton âge, il y a encore à peu près un enfant sur 10 qui a le même problème, ce qui fait que dans ta classe, par exemple, tu dois être en CE2 ou CM1, il y a environ 3 ou 4 enfants comme toi qui font pipi au lit. Docteur, j'ai peur que mes copains se moquent de moi s'ils découvrent que j'ai fait pipi au lit. Moi, je pose la question aux enfants, c'est pourquoi tu penses qu'on va se moquer de toi? Est-ce que tu penses que tu es un bébé parce que tu fais pipi, etc. Tu fais pipi au lit. Et les enfants souvent répondent non. Donc je leur dis, si tu es persuadé que tu n'es pas moins bien que les autres, ça va te donner une meilleure estime de toi. Et la meilleure estime de toi, de toute façon, ça va t'aider à arrêter de faire pipi au lit. L'énurésie, ça se guérit. Il suffit pour cela de respecter certaines règles au quotidien et éventuellement d'utiliser des outils thérapeutiques, comme nous le confirme le Dr Lottmann, chirurgien pédiatre. On va passer par une première étape que l'on appellerait les règles hygiéno-diététiques de bon sens, qui vont être à instruire un peu l'enfant sur l'appareil urinaire, comment il fonctionne, comment on doit bien répartir ses boissons dans la journée, comment on doit aller uriner régulièrement pour se mettre dans de bonnes conditions pour idéalement ne pas avoir d'accident. Donc le bon message n'est pas ne bois plus rien après 18h, mais bois le plus possible dans la première moitié de la journée et dès le petit déjeuner. Et puis si les enfants se prêtent, avec leur entourage bien sûr pour les plus petits, à cette première étape, dans un certain nombre de cas on les guérit
Et pour les autres, une fois qu'on a testé leur motivation, on a des outils thérapeutiques efficaces, d'autant plus qu'ils vont être prescrits à bon escient pour les aider à se débarrasser de cette maladie. Pour tout savoir sur l'énurésie, pipi-o-lit.net. L'informatique envahit notre quotidien, que ce soit à la maison ou encore en entreprise. Le responsable de production informatique gère tout ce qui est lié à l'informatique au sein d'une société. Jérôme a 43 ans, il aime la course à pied, le bricolage et son métier. Jérôme est responsable de production informatique d'une société. Avec mon équipe, on cherche des solutions matérielles et logicielles tout en assurant la bonne qualité du réseau et la sécurité des données. Et puis on analyse les besoins des salariés pour automatiser certains processus. Jérôme est toujours force de proposition pour améliorer le système, il sait être réactif et bon communicant. Les salariés ne maîtrisent pas tous l'informatique. Il faut être pédagogue, voire interprète. Surtout vis-à-vis des gens qui confondent l'informatique professionnelle et personnelle. Ça marche pas, au secours. Au secours, ça marche pas. Je suis polyvalent, mais pas magicien. J'aime qu'aucune journée se ressemble. Et puis l'informatique, c'est ma passion. Jérôme a un BTS et des formations en alternance permettent d'accéder à son métier pour gagner au moins 2 300 €. On recherche 21 700 techniciens de l'informatique par an et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Oh non, c'est pas vrai là. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, passez une excellente journée.